avec plaisir. Donc effectivement, c'est d'une féminisation d'un mythe ancien dont je vais parler aujourd'hui. J'essaie de faire... Attends, parce que j'ai un petit souci pour faire... Voilà, pour faire défiler. Donc féminisation du mythe de Saint-Georges chez Jacqueline Hartmann. Alors Jacqueline Hartmann, c'est une autrice belge qui n'est peut-être pas très connue en Espagne. Donc je vais quand même prendre 2 minutes pour vous la présenter. Elle est née, vous le voyez, en 1929 et elle est morte il y a un peu plus de 10 ans, en 2012. Jacqueline Hartmann a grandi dans une famille bourgeoise à Bruxelles, une famille juive. Alors Jacqueline Hartmann elle-même est athée, mais elle a grandi dans cette culture juive et c'est parce que sa famille est allée s'installer dans le nord de l'Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien qu'elle a pu survivre à l'occupation allemande de la Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous allez voir dans ma présentation que le chiffre 2 va se répéter quand on parle de Jacqueline Hartmann. Tout d'abord parce que c'est une autrice qui a eu 2 phases d'écriture. Elle commence à écrire quand elle est une jeune femme, dans les années 60. Ensuite, on va avoir une pause importante et une reprise de l'écriture à partir des années 80 et qui se terminera à sa mort en 2012. Alors, Jacqueline Hartmann avait dans un premier temps entamé des études de médecine à l'Université libre de Bruxelles. Malheureusement, elle tombe malade, une tuberculose. Elle va arrêter ses études pour se soigner et elle ne les reprendra pas. Et entre la première et la deuxième phase d'écriture, elle se marie une première fois, ensuite elle se remarie, elle a des enfants et elle va reprendre des études à ce moment-là, des études de psychologie sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Alors, ce qui est très intéressant quand on étudie l'œuvre de Jacqueline Hartmann, c'est qu'effectivement, on a vraiment 2 périodes très distinctes de production littéraire, mais que les caractéristiques ne changent absolument pas. Donc, on ne va pas percevoir à l'analyse de différence entre ce qui a été publié dans la première ou dans la seconde phase d'écriture. Systématiquement, ce sont des romans, des nouvelles psychologiques dans lesquelles l'autrice va régulièrement mettre en avant à la fois son féminisme et son athéisme. C'est évidemment plutôt de son féminisme dont je vous parlerai aujourd'hui. En ce qui concerne son style, nous sommes face à un style tout à fait classique. Donc Carmen, quand je suis intervenue à plusieurs reprises dans le cadre de ton cours de littérature française pour parler un petit peu de littérature belge à tes étudiants, nous avons travaillé sur des auteurs comme Charles de Coster ou Camille Lemonnier, qui, pour se distinguer des auteurs francophones de France, vont travailler leur style d'une certaine manière, essayer de faire percevoir, je dirais, une écriture belge dans leur manière de concevoir leurs romans. Ce n'est pas du tout le cas chez Jacqueline Hartmann et on peut tout à fait lire ses romans sans se rendre compte qu'on est face à un auteur qui est un auteur francophone de Belgique. Alors, c'est une autrice qui a donc une double phase d'écriture, mais qui a aussi, je dirais, un double niveau de reconnaissance. C'est une autrice qui est une autrice à succès en Belgique. Alors, on n'est pas en train de parler du succès d'une Amélie Nothomb, mais c'est une autrice qui est lue en Belgique et en France, donc elle plaît au grand public. Mais c'est également une autrice dont les œuvres ont été régulièrement saluées par la critique. Donc, double période, je dirais, d'écriture, double niveau de reconnaissance, mais également une double carrière. Alors, vous vous rappelez, il y a un instant, je vous expliquais que après l'arrêt de ses études de médecine en raison de problèmes de santé, elle allait reprendre des études de psychologie, toujours à l'Université libre de Bruxelles, et elle va ensuite suivre une formation de psychanalyste. Et pendant toute sa vie, bon, à partir du moment où évidemment elle obtient ses diplômes, elle va travailler comme psychologue et comme psychanalyste, en plus de son travail d'écriture. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est une écrivaine qui n'a jamais dû dépendre de son écriture d'un point de vue économique. Elle est toujours restée tout à fait indépendante puisqu'elle avait sa pratique de psychologue et de psychanalyste.
Au niveau de ses rapports avec le monde de l'édition, pardon, ben là aussi une position, je dirais, double. En règle générale, elle va publier dans un premier temps à Paris, donc dans des maisons d'édition françaises, et ensuite on va voir la réédition en édition de poche chez des maisons d'édition belges. Mais donc elle va travailler à la fois avec la France et la Belgique. Ce qui n'est pas toujours le cas des écrivains belges francophones, qui vont plutôt avoir tendance à essayer de se faire publier à Paris pour bénéficier évidemment de l'aura des maisons d'édition parisiennes. Là aussi, Jacqueline Hartmann va maintenir son indépendance au niveau de ces maisons d'édition. Alors, le texte qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Le point de vue de la demoiselle. C'est une nouvelle qui a été publiée en 2000. Alors, c'est en réalité une œuvre de commande. En 2000, donc, la ville de Mons a organisé une biennale qui s'appelait Patrimoine et création, et la biennale de 2000 était consacrée au personnage de Saint-Georges. Et les organisateurs de la biennale, pardon, ont décidé de contacter plusieurs écrivains belges francophones et de leur demander de réécrire le mythe de Saint-Georges. En tout, ils ont pu rassembler 11 nouvelles qui ont été publiées dans un recueil qui a été publié donc toujours en 2000, vous l'aurez compris, qui s'appelait Des dragons et des Georges. Donc c'est dans ce cadre-là que le point de vue de la demoiselle a été publié. Ensuite, Jacqueline Hartmann va modifier le titre de la nouvelle, qui s'appelle désormais Angélique, et qui va être publié dans un recueil de nouvelles de Jacqueline Hartmann, qui s'appelle Jusqu'au dernier jour de mes jours, en 2004. Par le titre, vous le voyez déjà, le point de départ de Jacqueline Hartmann sera systématiquement d'aborder le mythe de Saint-Georges, non pas du point de vue de Saint-Georges, mais du point de vue de la jeune femme qu'il va sauver du dragon. On le voit dans le titre Le point de vue de Mademoiselle et dans le titre Angélique. Angélique, j'y reviendrai dans un instant, c'est le prénom que Jacqueline Hartmann va donner à ce personnage féminin. Alors, pour bien comprendre comment Hartmann va intervenir sur le mythe de Saint-Georges, je vous propose quand même de prendre 5 minutes pour voir historiquement comment se présente le récit. Alors, le récit hagiographique est le suivant. On nous explique que Georges était originaire de Cappadoce, donc la Turquie actuelle, et que bien qu'étranger, il servait dans l'armée romaine. Georges s'était converti au christianisme, cherchait à convertir les soldats de son entourage et avait accompli pour cela plusieurs miracles. Évidemment, puisqu'il parvient à convaincre des païens de se convertir au christianisme, il va rencontrer des problèmes avec l'autorité et il va subir le martyre sous les règnes de Dioclétien et Maximien. Et donc à partir du 5e siècle, où apparaît donc cette légende, et jusqu'au 12e siècle, c'est ce martyr, ce très très long martyr qui est omniprésent dans les récits hagiographiques. C'est un martyr qui va durer plusieurs années, donc Saint Georges va subir euh, toute une, euh, toute une série de tortures auxquelles il survit systématiquement jusqu'au moment où il sera finalement décapité, donc sa mort finale et comment dire, son entrée au paradis. Et c'est pour cette raison que, à partir du 5e siècle et jusqu'au 12e siècle, quand on parle de Saint Georges dans les récits hagiographiques, il sera toujours qualifié de mégalomartyr, donc c'est-à-dire celui qui a subi un martyre qui a duré plusieurs années. Un changement apparaît au XIIe siècle. Et c'est ce changement, en fait, que nous connaissons encore aujourd'hui, c'est l'introduction de ce fameux combat contre le dragon qui, pour nous, est aujourd'hui absolument indissociable du mythe de Saint-Georges, mais qui, vous le voyez, est relativement moderne, entre guillemets, par rapport à la naissance de la légende en elle-même. Comment va apparaître cet épisode dans la légende de Saint-Georges? Eh bien, les spécialistes nous disent qu'il s'agirait d'une contamination de l'iconographie vers la littérature. Alors, je vous ai mis ici une représentation d'un tableau de Paolo Uccello qui date, lui, du XVe siècle et qui est un type de représentation auquel nous sommes tout à fait habitués, donc aujourd'hui en 2025, donc où l'on voit Saint-Georges qui va terrasser le dragon pour protéger une jeune fille, une jeune princesse. Eh bien, il semblerait que lorsque ce type de représentation apparaît au XIIe siècle, ce ne sont pas des représentations qui ont pour but d'illustrer un épisode en particulier de la vie de Saint-Georges, mais qu'il s'agissait d'une représentation allégorique.
En fait, le dragon symbolise le paganisme. Saint Georges est donc en train de détruire le paganisme, de le soumettre devant une jeune fille qui représente la Turquie. Donc cette idée hein, de représenter une nation par un personnage féminin, ben, ça n'a rien de neuf. Hein. Si vous pensez à la France, dans toutes les mairies de France, vous avez le buste de Marianne qui représente donc la République. Et c'est ça que les peintres vont représenter au XIIe siècle, Saint Georges qui arrache le paganisme en Cappadoce. Mais lorsque des hagiographes vont voir ce type de représentation, ils vont s'imaginer qu'il s'agit d'un épisode particulier de la vie de Saint Georges et ils vont décider de rédiger cet épisode. Et c'est celui que nous connaissons donc aujourd'hui, où on nous dit dans ces textes que Georges se trouve à proximité de la ville de Silène, qui se trouve dans la Libye actuelle, qu'il apprend que cette ville est menacée par un dragon, qui oblige les habitants de la ville à lui remettre chaque jour deux jeunes gens qu'il va dévorer, et le jour où il ne recevra plus sa pitance, entre guillemets, eh bien, il détruira la ville. Lorsque Saint Georges s'approche de Silène, il va rencontrer la future victime du dragon, qui est la fille unique du roi de Silène. Et on le sait, ben, Saint Georges, avec l'aide de Dieu, va intervenir, terrasser le dragon, sauver la jeune fille et sauver la ville entière. Les habitants de la ville vont être profondément marqués, évidemment, par l'acte de Saint Georges, dont ils savent qu'il a été protégé par son Dieu, et ils vont se convertir au christianisme. Alors, c'est cet élément-là qu'on retrouve habituellement dans la littérature postérieure et dans l'iconographie de manière générale. C'est également cet épisode-là qu'on va retrouver chez Jacqueline Hartmann. Alors, je vous l'avais dit, le titre nous l'indique directement. On comprend bien que le personnage principal de son récit, ce ne sera plus Saint Georges, mais ce sera bien le personnage féminin. Cette nouvelle est rédigée en focalisation interne. Donc, c'est la jeune fille qui va prendre la parole pour rétablir la vérité. Alors ça, c'est une manière de relire les mythes anciens qu'on retrouve à plusieurs reprises chez Jacqueline Hartmann. Elle va ainsi donner la parole à Antigone, donner la parole à Ève, à la Vierge Marie et à Jeanne d'Arc, qui systématiquement eh bien, vont vouloir rétablir la vérité. Ce sera toujours une vérité féministe sur l'image qui a été véhiculée par le patriarcat. Alors, je vous l'ai dit, Jeanne d'Arc, Jacqueline Hartmann va donner un prénom à son personnage, elle l'appelle Angélique. Alors personnellement, je me demande si le choix de ce prénom ne serait pas dû à une influence de l'Orlando Furioso de l'Arioste, donc du poème de l'Arioste, puisque dans ce poème, qui est tout à fait diffusé en Europe, vous avez un chevalier sarrasin, Ruggiero, qui va tuer un monstre marin pour délivrer une princesse orientale qui est prénommée Angelica. Alors non seulement l'Orlando Furioso ben, est connu en Europe, mais en plus de ça, il a eu un impact important sur l'iconographie. Et donc, Jacqueline Hartmann pourrait connaître cette histoire à la fois par le texte du poète italien et par ses représentations iconographiques. Je pense notamment ici à cette représentation de Ingres. Si vous comparez ce que vous avez sous les yeux avec ce que vous avez vu il y a un instant chez Uccello, ben, on se retrouve plus ou moins face à la même typologie. Nous avons trois personnages, un preux chevalier qui va tuer un dragon, un monstre marin pour sauver une jeune fille. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que ce prénom Angélique vient de l'Angélique de l'Arioste. Alors, autre caractéristique de cette réécriture du mythe de Saint-Georges, c'est une réécriture féministe, mais c'est également, vous allez le voir, une réécriture tout à fait humoristique, ce qui n'est pas le cas de toutes les réécritures des mythes féminins chez Hartmann. Celui de Jeanne d'Arc ou d'Angélique, par exemple, est beaucoup plus dramatique puisque ces femmes vont prendre la parole juste avant d'être exécutées. Alors, donc, que nous présente le récit. Bon, ben, le dragon en lui-même est évidemment déjà très drôle. Le dragon n'est pas vraiment un personnage négatif, c'est juste un être délicat qui a des problèmes d'estomac et qui ne digère que les vierges. Donc, s'il veut absolument manger des vierges, ce n'est pas par méchanceté, mais c'est uniquement dû
a ces problèmes d'estomac. Donc le ton est évidemment directement donné pour la nouvelle. Alors, dès que dans la ville arrive cette nouvelle, donc un dragon qui menace de détruire la ville si on ne lui donne pas chaque jour des vierges à manger, eh bien, c'est le bon sens, en fait, plutôt que l'héroïsme qui va répondre à cette situation. Très vite, les jeunes filles en arrivent à la conclusion que si leur pucelage est, comment dire, est dangereux, ben, la situation n'est pas irréversible parce qu'un pucelage, ça se perd. Et donc, on va avoir ici dans la nouvelle de Jacqueline Hartmann une redéfinition complète du preux chevalier. Le preux chevalier, ce n'est plus celui qui va sortir de la ville pour aller s'attaquer au dragon, c'est celui qui va accepter de coucher avec des jeunes femmes hors mariage pour les sauver du dragon, et ce, quel que soit l'aspect physique des jeunes filles. Donc là aussi, on le voit, une présentation tout à fait humoristique. Tant et si bien que, au lendemain de l'annonce de la présence du dragon et des exigences du dragon, il n'y a plus que deux vierges dans la ville. Angélique, tout simplement parce que contrairement à ses sœurs, elle a été surveillée beaucoup plus étroitement que sa mère, donc contrairement à ses sœurs, elle n'a pas pu s'éclipser un instant avec un garde de son père. Et le deuxième vierge, eh bien, c'est Georges, un certain Georges qui est moine. Alors, il faut savoir que dans la nouvelle de Hartmann, comment la perte du pucelage a eu lieu à la fois dans la ville, mais également dans les établissements religieux. Donc, on se retrouve uniquement avec deux puceaux au lendemain de l'arrivée du dragon. Alors, ce qui est intéressant ici aussi, c'est que contrairement à ce qu'on retrouve dans le récit traditionnel, pas un instant, le roi s'est conseillé, la ville n'envisage de sacrifier les jeunes gens. Ce qu'on va faire, c'est réfléchir à un stratagème pour pouvoir se débarrasser en toute indépendance du dragon sans sacrifier évidemment Angélique ou Georges. Alors, le stratagème est le suivant. Il faut savoir que ce dragon délicat a un odorat particulièrement puissant et qu'il parvient à distinguer une différence d'odeur entre un puceau et un non-puceau. Autrement dit, on ne peut pas lui envoyer une armée, il s'en rendra compte immédiatement. Donc l'idée est la suivante, Angélique va se présenter en dragon comme si elle était la victime pour détourner son attention, et c'est Georges, donc le moine dont on va essayer de faire un soldat, qui sera censé tuer le dragon. Alors Angélique n'a pas vraiment confiance en Georges, elle va donc s'emparer elle-même d'une épée qu'elle va cacher en dessous de son manteau, et au moment où le dragon va refermer la gueule sur elle, elle va lui planter l'épée dans le palais et va percer le crâne jusqu'au cerveau. Donc c'est bien elle qui va tuer Georges. Donc on voit vraiment ici un discours tout à fait féministe. C'est la jeune fille qui va prendre en main son destin, mais magnanime. Elle va dans un premier temps laisser se diffuser la version officielle. C'est Georges qui va bien sûr couper la tête du dragon et qui va passer pour le sauveur d'Angélique. Alors pourquoi Angélique, qui dans un premier temps accepte de cacher la vérité pour permettre à Georges de récolter les lauriers, va-t-elle finalement décider de prendre la parole? Ben, c'est parce qu'elle en a assez, elle aurait voulu se marier, fonder une famille, avoir des enfants, etc. Mais son pucelage a été complètement sacralisé par la ville et l'a condamnée au célibat. Et c'est ce célibat qui lui pose problème, et c'est contre ce célibat qu'elle veut donc prendre la parole. Donc, vous le voyez, une révision tout à fait humoristique du texte, mais qui néanmoins va véhiculer un certain nombre de messages. Jacqueline Hartmann va décider de mettre en place un personnage fort et indépendant. Donc, clairement, on va avoir, à travers le personnage d'Angélique, une transmission de ses prises de position féministes assez systématiques. On retrouve également sous une certaine forme, pardon, l'anticléricalisme, l'athéisme de Hartmann, qui va désacraliser la virginité féminine et désacraliser aussi la virginité monacale. Tout ça est traité avec beaucoup d'humour.
Et donc, évidemment, on a une relecture qui est possible en 2000, qui était plus difficilement envisageable dans les siècles passés, et qui va vraiment nous permettre, encore une fois, quand on travaille sur des réécritures de mythes, de voir quelles sont les réflexions de l'époque contemporaine et des écrivains contemporains à un moment donné. Et très clairement, ici, ce qui domine dans le point de vue de la demoiselle, c'est la volonté de mettre en avant une image de la femme forte et indépendante qui va prendre elle-même en main les rênes de son destin. Alors voilà, c'était une présentation relativement brève puisque, bon, je vous l'ai dit, j'ai travaillé uniquement cette fois sur une nouvelle, une présentation humoristique, mais encore une fois, avec un discours beaucoup plus sérieux sous-jacent. C'est également une manière de vous présenter cette fois une autrice ou une autrice belge, et donc de pouvoir vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur la littérature belge contemporaine. Je vous remercie.